Dans une précédente vidéo sur la vue d'ensemble simplifiée du développement web, j'ai présenté le HTML comme étant l'un des langages utilisés lors de la création d'une page web. Cette vidéo est la première partie d'une série de vidéos sur les fondamentaux du HTML. Vous n'avez besoin d'aucun prérequis pour suivre cette première partie. Dans cette première partie, nous commencerons d'abord par installer les outils nécessaires pour faire du HTML. Ensuite, nous verrons quelques notions de base, puis nous terminerons par la création de notre première page web et la mise en forme du test. Hello, moi c'est Modeste Siongon. Je suis développeur web et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec le monde les connaissances que j'ai acquises depuis le début de ma carrière jusqu'ici. Chaque jeudi, je partage avec vous une vidéo sur un sujet en rapport avec le développement web ou sur une technologie web donnée. Commençons par la définition du HTML. Le HTML est un acronyme anglais qui veut dire Hypertext Markup Language, qui peut se traduire en français par langage de balisage hypertexte. Ce qu'il faut retenir sur le HTML est que le HTML n'est pas un langage de programmation. C'est un langage de balisage qui sert à indiquer au navigateur comment présenter une page web à l'internaute. Pour faire du HTML, nous aurons besoin d'installer sur nos ordinateurs deux logiciels. Le premier logiciel à installer est un éditeur de test. L'éditeur de test est l'outil qui nous permettra d'écrire notre code HTML. En fonction du système d'exploitation, il existe plusieurs éditeurs de test. Nous avons par exemple Notepad++, qui est très connu sous Windows. Nous avons Gedit et Nano sous les systèmes de type Linux. Nous aurons également besoin d'installer un navigateur. Le navigateur est l'outil qui nous permettra de consulter ou de tester visuellement les pages web que nous aurons à créer. Comme pour les éditeurs de test, il existe plusieurs navigateurs en fonction du système d'exploitation. Nous avons par exemple Chrome, Firefox et Safari. Il peut arriver que sur vos systèmes, l'un de ces logiciels soit préinstallé. Malgré que j'ai déjà ces outils installés sur mon ordinateur, je vais quand même procéder à la présentation de leur procédure d'installation. Je vais donc présenter la procédure d'installation de ces outils sous un système Windows. Donc là, je suis connecté à un ordinateur sur lequel est installé le système d'exploitation Windows. Donc je vais présenter ici l'installation de Notepad++ en tant que éditeur de test et de Chrome en tant que navigateur web. Je vais donc ouvrir mon navigateur fourni par défaut par le système. Je vais ensuite procéder à une recherche. Donc je fais Windows, je vais procéder à une simple recherche à Google. Donc je fais Windows installation Notepad ++. Donc dans un premier temps, nous allons procéder au téléchargement de l'éditeur de test. Donc là, je me rends sur le lien de téléchargement. Donc j'ai plusieurs propositions de versions. Donc je vais choisir cette version que je vais télécharger. Donc je clique ensuite sur le lien de téléchargement pour pouvoir le télécharger. Donc le logiciel est bien téléchargé sur mon système. Donc je vais l'ouvrir et procéder à l'installation. Donc voici le fichier représentant mon éditeur de test. Donc je vais procéder à son installation. Donc je fais clic droit et je fais Open. Il y a Windows qui me demande si je veux bien installer le logiciel sur mon ordinateur. Donc je fais oui pour procéder à l'installation. Je choisis ensuite la langue. Donc je vais prendre ici le français.
Je fais OK. J'accepte les conditions. Je procède ensuite à suivant, je procède dans l'installation. Donc, suite à l'installation de l'éditeur de test, l'éditeur de test est lancé par défaut pour m'afficher des informations sur la nouvelle version ou la dernière version du logiciel en question. Donc, je peux juste fermer cela. Nous n'avons pas besoin de l'utiliser pour le moment. Donc, je vais juste le fermer. Donc, je vais procéder de la même façon pour installer Chrome sur mon ordinateur. Donc, je fais installation Chrome. Donc, je procède au téléchargement. Donc, je fais télécharger Chrome. Télécharger Chrome. Accepter, installer. Donc, comme pour l'éditeur de test, je vais faire Open. Donc, l'installeur permet à la fois de faire le télécharge. L'installeur me fait automatiquement le téléchargement et l'installation de Chrome sur mon ordinateur. Une fois mon navigateur installé, je peux l'ouvrir à partir du menu applicatif. Donc, je tape juste Chrome. Et cela prouve que le navigateur est bien installé. Afin de mieux nous organiser pour la suite, nous allons créer un dossier qui va contenir l'ensemble des fichiers que nous aurons à créer durant ce tutoriel. Pour cela, nous allons créer un dossier nous allons créer ce dossier dans notre dossier personnel. Vous pouvez créer ce dossier n'importe où sur votre système. Il faut juste s'assurer de savoir comment le retrouver plus tard. Je vais donc ouvrir mon explorateur de fichiers et me mettre à la racine de mon dossier personnel. Donc, pour retrouver mon dossier personnel, d'abord, j'affiche l'ensemble des disques disponibles sur mon ordinateur. Je me rends sur le disque sur lequel est installé mon système d'exploitation. Donc, généralement, c'est le disque avec l'icône du système d'exploitation. Donc, je prends le sous-dossier Users. Donc, actuellement, je suis connecté en tant qu'utilisateur MOAS. Donc, je vais juste me mettre dans ce dossier personnel. Donc, je vais créer un nouveau dossier ici que je vais appeler base HTML. Donc, c'est ce dossier qui va contenir l'ensemble des fichiers que nous aurons à créer durant la suite du tutoriel. Nous avons dit qu'une page HTML est un simple fichier qui porte l'extension .html. Nous allons donc créer le fichier correspondant à notre première page HTML. Pour ce faire, nous allons ouvrir notre éditeur de test. Donc ici, je tape Notepad++. Donc je clique dessus sur l'icône correspondant à mon éditeur de test. La majorité des éditeurs de test n'acceptent pas ou n'autorisent pas d'enregistrer un fichier qui est vide. Donc ce que nous allons faire, nous allons juste taper espace ici et procéder à l'enregistrement de ce fichier. Donc pour enregistrer le fichier, nous avons deux façons de le faire. Soit vous allez dans le menu de l'application Fichier et puis vous faites enregistrer. Donc nous allons enregistrer ce nouveau fichier sous Windows. Dans la partie enregistrer sous, nous allons choisir le type All Type ou tous les types. Cela nous permet de choisir nous-mêmes l'extension de fichier que nous voulons. Donc, dans notre cas, nous allons nommer le fichier index.html. Et nous allons enregistrer ce fichier dans le dossier que nous venons de créer. Donc, dans mon cas, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais retourner à la racine de mon système. Donc, je vais
sur le disque sur lequel est installé mon système d'exploitation. Je vais dans le dossier destiné aux utilisateurs. Ensuite, dans mon dossier personnel. On avait déjà créé un dossier que nous avons nommé base HTML et qui est censé contenir les fichiers que nous aurons créés durant ce tutoriel. Donc, je vais l'ouvrir et procéder à l'enregistrement de ce fichier ici. Une fois le fichier est créé, nous allons retourner dans notre dossier base HTML que nous avons créé. Vous voyez bien que notre fichier a été créé ici. Pour tester notre page dans le navigateur, nous allons juste cliquer sur le fichier correspondant à notre page HTML, faire un clic droit, faire Open. Donc on choisit ensuite le navigateur Chrome, on fait OK. Donc cela nous ouvre notre première page HTML. Vous allez remarquer ici que le navigateur nous met le lien vers le fichier représentant notre page HTML dans la barre d'adresse. Donc ici, on voit bien que le fichier ou la page actuellement ouverte est représentée par un fichier index.html qui se trouve dans le dossier base HTML, dans le sous-dossier base HTML qui lui-même se trouve dans notre dossier personnel. Donc on a le chemin complet vers la page ici. Donc pour la suite du tutoriel, à chaque modification de ce fichier, nous allons procéder à l'enregistrement du fichier en faisant enregistrer ici ou en utilisant la combinaison de touches CTRL-S. Puis nous allons retourner dans notre navigateur à chaque fois pour actualiser la page afin de voir le rendu. Donc voilà pour la procédure d'installation de nos outils de développement, c'est-à-dire l'éditeur de test et le navigateur sous Windows. Je suis actuellement sur un système Linux Debian. Je vais donc présenter l'installation de Gedit en tant qu'éditeur de test et de Chrome en tant que navigateur. Pour connaître la procédure d'installation de ces outils, nous allons procéder à une simple recherche Google. Je vais donc ouvrir mon navigateur par défaut fourni par mon système, c'est-à-dire Firefox, et procéder à une recherche. Donc ici, je suis sur un système Debian. Donc je vais mettre Debian, installation, Gedit. Donc ici, on m'indique que pour installer Gedit sur mon système, il faut utiliser cette commande. Donc je vais juste la commande apt get update sous mon système me permet de mettre à jour le système avant de faire l'installation. Dans mon cas, je n'ai pas besoin de faire cette mise à jour de système, donc je vais juste procéder à l'installation du paquet en utilisant cette commande. Je copie donc cette commande que je vais coller dans ma ligne de commande. Je vais donc ouvrir un terminal pour pouvoir exécuter la commande d'installation. Il faut noter que sur les systèmes Linux, l'installation des logiciels se fait en mode super utilisateur. Donc je vais me connecter en tant que super utilisateur et je vais exécuter ma commande d'installation. Dans mon cas, j'ai un message m'indiquant que le logiciel est déjà installé ou le paquet est déjà installé dans sa dernière version sur mon système. Je vais donc suivre la même procédure pour pouvoir installer le navigateur. Donc je fais Debian, installation, Chrome.
Donc, pour installer le paquet, dans ce cas, on me demande d'abord de télécharger le paquet, sa version .deb. Donc, pour ce faire, je vais juste copier la commande en question. Je retourne dans mon terminal. Je colle la commande en question. Donc, cela me permet de télécharger le paquet. Une fois le paquet téléchargé, je vais procéder à son installation. Ici, on me demande d'utiliser la commande sudo qui me permet d'exécuter cette commande en mode super utilisateur. Étant déjà connecté en mode super utilisateur, je vais juste copier la commande d'installation. Donc je la copie, je le mets dans mon terminal et je l'exécute. Donc tout comme pour le cas de l'éditeur de test, j'ai un message qui me dit qu'aucun paquet n'est installé. Donc ici, j'ai aucun paquet installé. Donc du coup, la raison pour laquelle j'ai ce message, c'est parce que j'ai Chrome déjà installé sur mon système. Une fois les paquets installés, je peux fermer mon terminal et mon navigateur. Pour vérifier que ces outils sont bien installés sur mon système, je vais aller dans le menu de mon système et je tape le nom du paquet ou du logiciel que je viens d'installer. Donc dans mon cas, je vais d'abord ouvrir mon éditeur de test qui est Gedit. Donc je vois bien que le Gedit est présent dans la liste des logiciels. Donc là, je viens d'ouvrir mon éditeur de test. Donc je vais procéder, pareil, Chrome. Donc, je vois bien que Chrome est présent également. Donc voilà pour ce qui concerne l'installation des outils. Afin de mieux nous organiser pour la suite, nous allons créer un dossier qui va contenir l'ensemble des fichiers que nous aurons à créer durant ce tutoriel. Nous allons donc créer un dossier dans notre dossier personnel. Vous pouvez créer le dossier en question n'importe où sur votre ordinateur. L'essentiel est de se rappeler de là où le dossier a été créé. Donc pour créer ce dossier, je vais ouvrir mon explorateur de fichiers. Dans mon cas, ou sous mon système, mon explorateur de fichiers m'ouvre directement mon dossier personnel, qui est mon dossier Home sous Linux. Au cas où vous n'avez pas le dossier ouvert par défaut sous un système Linux ou Debian comme moi, vous pouvez juste cliquer sur l'icône Home ou le dossier Home pour accéder à votre dossier personnel. Donc une fois à la racine de ce dossier, c'est-à-dire à l'intérieur de ce dossier, nous allons créer un nouveau dossier que nous allons nommer base HTML. C'est le dossier qui va contenir l'ensemble des fichiers que nous aurons à créer durant ce tutoriel. J'ai mon dossier qui est bien créé. Une fois le dossier créé, nous allons passer maintenant à la création de notre première page HTML. Il faut noter qu'une page HTML est un simple fichier qui porte l'extension .html. Il faut noter qu'une page HTML est un simple fichier qui porte l'extension .html. Pour créer notre page HTML, nous allons le faire à partir de notre éditeur de test. Je vais donc ouvrir mon éditeur de test. Je tape Gedit. Donc ce que je vais faire ici, je vais dans un premier temps, je vais juste taper espace, parce que la majorité des éditeurs de test ne nous permettent pas d'enregistrer un fichier vide. Raison pour laquelle j'ai ajouté de l'espace juste pour créer un fichier contenant de l'espace ou du test vide. Donc je vais ensuite procéder à l'enregistrement de ce fichier. Je vais donc enregistrer le fichier en question dans le dossier base HTML que nous venons de créer.
Nous avons dit qu'une page HTML est un simple fichier qui porte l'extension .html. Donc, je vais créer un fichier que je vais nommer ici index.html. Nous pourrons vérifier que le fichier est bien créé en retournant dans notre dossier. Donc là, je vois bien que le fichier représentant ma page HTML a bien été créé. Donc, pour tester visuellement notre première page HTML, nous allons ouvrir ce fichier avec notre navigateur. Donc, il suffit de faire un clic droit sur le fichier et de l'ouvrir avec notre navigateur. Donc, lorsque vous regardez dans la barre d'adresse, vous allez voir le lien ou le chemin vers la page HTML en question. Le navigateur nous indique que nous avons ouvert le fichier index.html qui se trouve dans le dossier base HTML se trouvant dans notre dossier personnel. Nous avons vu précédemment que le HTML est un langage de balisage, c'est-à-dire un langage basé sur l'utilisation des balises. Une balise ressemble visuellement à ça. Une balise est constituée d'un chevron ouvrant, d'un nom de balise et d'un chevron fermant. Comme exemple, ici, nous avons la balise body. Nous avons le chevron ouvrant. Nous avons le nom de la balise qui est dans ce cas body et le chevron fermant. Il faut noter qu'il existe différents types de balises. Nous avons des balises ouvrantes qui ont la syntaxe suivante. Comme exemple, nous avons la balise ouvrante body. Nous avons des balises fermantes qui ont la syntaxe suivante. Et comme exemple, nous avons la balise fermante body. Généralement, l'ouverture d'une balise est accompagnée d'une fermeture de balise. Nous verrons cela par la suite. Donc nous avons le troisième type de balise qui est la balise auto-fermante. Donc sa syntaxe est la suivante. Et comme exemple, nous avons la balise BR. Donc j'avais dit tout à l'heure que l'ouverture des balises s'accompagne généralement de la fermeture de la balise. Donc là, nous sommes en présence de la balise P, que nous verrons plus tard, qui permet de créer un paragraphe. Donc ici, nous avons l'ouverture de la balise et sa fermeture. Nous avons également une balise auto-fermante qui se présente comme suit. Concernant la structure d'une page ou d'un document HTML, il faut retenir qu'un document HTML est constitué de deux grandes parties. Nous avons l'entête représenté par une balise head et le corps représenté par la balise body. Ces deux grandes parties sont englobées par une balise HTML qui représente l'élément racine du document ou de la page HTML. Nous avons également une balise spéciale, la balise doctype, qui permet de préciser le type du document, dans ce cas HTML. L'entête d'une page HTML contient les métadonnées sur la page HTML, le titre de la page et des liens vers des fichiers externes. Le corps de la page HTML, comme son nom l'indique, contient tout le contenu de la page HTML. Un document HTML valide contient donc au minimum ce code HTML. Nous allons maintenant passer à la création de notre première page HTML valide. Pour cela, nous allons modifier le fichier HTML que nous venons de créer en y ajoutant ce code de base. Il faut également noter que le doctype, comme je l'ai déjà dit, est facultatif. C'est une balise qui est facultative. Nous pouvons créer le document sans préciser
cette partie. Nous allons donc retourner à notre éditeur de test et ajouter ce code minimal. Nous allons donc modifier le contenu de notre fichier afin d'y ajouter le code minimal d'une page HTML. Nous avons dit qu'une page HTML est constituée de deux grandes parties. Donc nous avons l'entête représentée par la balise head et le corps représenté par la balise body. Et que ces deux grandes parties sont englobées dans une balise racine qui est la balise HTML. Donc je vais envelopper ces deux grandes parties d'une balise HTML. Donc je peux enregistrer cela et retourner dans mon navigateur. À chaque modification du fichier, l'éditeur de test nous indique que notre fichier a été modifié et non enregistré. Pour cela, nous avons un petit indicateur ici, qui est le signe astérisque, pour nous indiquer que le fichier n'est pas enregistré. Donc pour enregistrer le fichier, on peut soit cliquer sur le bouton Save de notre menu, ou utiliser la combinaison de touches CTRL-S. Donc là, on voit que l'indicateur a disparu. C'est pour nous dire que le fichier a été bien enregistré. Donc nous allons retourner dans notre navigateur et actualiser la page. Donc ici, nous n'avons aucun changement parce que la page HTML n'a aucun contenu pour le moment. Pour ajouter du contenu à notre page, nous allons insérer ce contenu dans le corps de la page qui est représenté ici par la balise body. Donc nous allons insérer le contenu à l'intérieur de cette balise. Donc là, je vais juste mettre contenu de ma page HTML. Donc je vais enregistrer en faisant soit Save ici, en cliquant sur le bouton enregistrer ou en utilisant la combinaison de touches CTRL-S. Donc une fois enregistré, je vais retourner à mon navigateur et actualiser la page. Donc on voit bien que le contenu de la page est maintenant le test que nous avons. On remarque bien que la page ou le navigateur nous affiche le contenu que nous avons inséré dans notre balise body. Je vais augmenter un peu l'affichage. Lorsqu'une balise est enveloppée par une autre, on parle d'imbrication de balises. Je peux dire, dans mon cas, que les balises body et les balises head, c'est-à-dire cette partie, sont imbriquées dans la balise HTML. On dit dans ce cas que la balise HTML est la balise parente des balises head et des balises body. Et les balises body et head dans ce cas sont considérées comme des balises en fond de la balise HTML. Afin d'avoir un meilleur aspect visuel, je vais procéder à ce qu'on appelle l'indentation de mon code. C'est-à-dire, je vais essayer de faire un décalage ici afin d'avoir un meilleur aspect visuel, c'est-à-dire de me permettre de voir que ces balises sont imbriquées à l'intérieur de la balise HTML. Donc à chaque fois que nous avons une imbrication de balises, nous pouvons procéder à ce qu'on appelle une indentation, qui permet de faciliter la lecture plus tard du code. Donc ici, pour insérer l'indentation, on peut utiliser la touche tabulation ou l'espacement. Donc afin d'uniformiser l'indentation de mon code,
pour éviter de taper des espaces ou des tabulations, je peux modifier les préférences de mon éditeur de test de sorte que à chaque fois que je tape la touche tabulation, que cela se transcrit en des espaces. Donc pour uniformiser cela, j'enregistre d'abord mon fichier. Donc je vais aller dans mes préférences, dans les préférences de mon éditeur de test et je vais modifier les paramètres. Donc là, c'est déjà coché. J'ai une case qui est déjà cochée qui dit insérer des espaces à la place de tabulation. Et là, on voit que à chaque fois que je tape une tabulation, cela sera matérialisé par 4 espaces. Donc là, supposons que j'ajoute une nouvelle ligne ici. Si je fais l'indentation, donc tout ceci va correspondre à 4 espaces. Cela va se matérialiser par 4 espaces. Donc je peux modifier cela. Donc je peux réduire par exemple la taille de mon indentation à 2 par exemple. Donc je viens ici, je modifie juste la valeur à 2. J'enregistre les préférences. Donc si je reviens ici dans mon éditeur de test et que je fais indentation, donc là on voit bien que nous avons 2 espaces au lieu de 4 précédemment. Donc vu que je suis dans les préférences, je vais profiter également pour modifier un paramètre qui est également utile, c'est d'afficher le numéro des lignes. Cela nous permet de raisonner en termes de numéro de ligne. Donc je peux dire par exemple qu'à la ligne 2, j'ai là la balise HTML. Étant sur un système Linux, les préférences sont automatiquement enregistrées. Et si vous êtes sur Windows, il se peut que vous ayez un bouton Save ou Appliquer pour pouvoir appliquer les modifications de préférences. Pour info, vous pouvez avoir plus d'informations sur la ligne ou la colonne ou les tabulations appliquées en regardant dans la barre d'état. Donc là, j'ai mon éditeur qui m'indique que j'ai une tabulation qui correspond à un espace de 2. Je peux modifier également ces préférences à partir d'ici. Donc l'éditeur de test m'indique également que je suis en train d'écrire du code HTML, que je suis à la ligne 2, à la colonne 5. Donc si je me mets par exemple là, donc j'ai le numéro de la ligne qui change et puis la colonne également qui change. Pour la suite, notre routine serait de modifier le contenu de notre fichier HTML, de l'enregistrer et d'actualiser notre page dans le navigateur pour pouvoir voir l'application des modifications. Dans un premier temps, nous allons apprendre à modifier le titre de notre page. Pour modifier le titre de la page, on utilise la balise title. Donc cette balise doit être insérée à l'intérieur de la balise head qui représente l'entête de la page et qui est la balise destinée à contenir le titre et les métadonnées. Donc nous allons insérer ici une balise title. Il faut toujours s'assurer de fermer les balises après leur ouverture. Donc nous allons insérer ici le titre de notre page. Titre de notre page. Donc j'enregistre mon fichier, je retourne dans mon navigateur et j'actualise la page. Donc ici, avant d'actualiser la page, vous allez voir que le titre de la page s'affiche généralement ici. Par défaut, le titre de la page est le nom de fichier représentant la page en question. Donc dans notre cas, il s'agit du fichier index.html. Raison pour laquelle nous avons index.html en tant que titre de la page. Donc si j'actualise la page, vous allez voir que le nouveau titre de la page
est actuellement titre de notre page. Donc je peux modifier le titre de la page en mettant par exemple ma page, ou je vais mettre ma première page HTML. Donc j'enregistre, je retourne dans mon navigateur et j'actualise la page. Donc là j'ai ma première page HTML. Donc la combinaison de touches qui permet également d'actualiser la page sans passer par l'icône ou le bouton d'actualisation et la combinaison de touches CTRL-R. Pour la suite, nous allons apprendre comment créer des mises en forme en HTML. Nous allons voir par exemple comment mettre du texte en gras, en italique, comment souligner du texte, barrer du texte, comment créer des titres. Nous allons donc commencer par voir comment créer un saut de ligne sur notre page HTML. Je vais donc créer un saut de ligne en passant à la ligne. Et ici, je vais insérer du texte. Donc, je vais mettre ici test. Après, saut de ligne. Un autre test. Après, saut de ligne. Donc, je vais enregistrer mon contenu. Une fois le contenu enregistré, je retourne dans mon navigateur. J'actualise ma page. Vous serez peut-être étonné de voir que le contenu n'est pas rendu tel quel par le navigateur. Malgré que nous avons inséré des sauts de ligne ici, avec plusieurs espacements, le rendu du navigateur n'est pas fidèle à ce que nous avons mis ici comme saut de ligne. La raison est simple. En HTML, plusieurs espaces sont matérialisés dans le navigateur par un seul espace. Donc ici, tout cet espace que j'ai ici matérialisé dans mon éditeur de test par le bleu est traduit par mon navigateur ici en un seul espace. Donc j'ai un seul espace qui se matérialise ici. Donc pour faire le test, je peux également ajouter plusieurs espaces ici. Je vais l'enregistrer. Lorsque je retourne dans mon navigateur et que j'actualise la page, je n'ai aucun changement parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, plusieurs espaces sont matérialisés dans le navigateur par un seul espace. Pour créer un saut de ligne explicite, on utilise donc la balise auto ferments BR qui est représentée comme suit. Donc je vais enregistrer le contenu. Je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc on voit bien que le saut de ligne a été créé ici. Donc je peux créer un saut de ligne avant ce test en faisant pareil. Donc il suffit d'insérer une balise BR dans mon code ici. Donc je retourne ici, j'insère une balise BR. Donc à chaque fois que je veux ajouter un saut de ligne, j'ajoute une balise BR. Nous allons maintenant voir comment créer des paragraphes en HTML. Pour ce faire, nous aurons besoin de contenu textuel. Je vais donc chercher du texte en ligne pour éviter de le taper manuellement. Donc il existe des sites qui permettent de trouver du texte en ligne. Pour trouver ces sites, il suffit de chercher Lorem Ipsum en ligne. Nous avons plein de générateurs. Je peux chercher par exemple générateur en français.
Donc, je vais prendre ça. Donc, je vais juste copier ce test que je vais coller dans mon éditeur de test. Donc, je vais remplacer tout le contenu de mon éditeur de test par le test que je viens de copier. Donc, je fais juste ça. Donc, je le fais juste ici. Donc là, pour mieux voir les choses, je vais essayer de réduire dans les préférences de mon éditeur de test. Je vais réduire la taille du test. Donc je vais passer à du 30. Et je crois que c'est mieux comme ça. Donc lorsque j'enregistre la page, je vais juste enregistrer le contenu. Donc on doit s'attendre à voir du test avec juste l'espace, parce qu'on a vu tout à l'heure que en HTML, plusieurs espaces sont matérialisés par un seul espace. Donc si je retourne dans mon navigateur et que j'actualise la page, donc j'ai bien les sauts de lignes qui sont matérialisés, ou bien plusieurs espaces ici qui sont matérialisés par un seul espace. Donc nous n'avons pas l'aspect visuel escompté de paragraphe. Donc je retourne encore une fois, j'actualise ma page. Donc l'idée ici est de créer des paragraphes. Donc je vais créer un nouveau paragraphe à partir d'ici. Donc pour créer des paragraphes, on utilise la balise P. P pour paragraphe. Donc je vais envelopper le test que je veux transformer en paragraphe par une balise P. Donc, je mets P. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Donc on voit bien que j'ai un paragraphe qui est créé. Donc je vais procéder de la même façon pour le reste du test. Donc je vais transformer également cette partie en paragraphe. Il faut bien fermer la balise après sans ouverture. Pareil ici. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc j'ai bien mes 3 paragraphes qui sont bien créés. Donc pour pouvoir avoir un meilleur aspect visuel, je vais procéder à l'indentation de mon code. Je fais ça. Donc par la suite, nous allons voir d'autres éditeurs de tests plus évolués qui permettent de faire l'auto-indentation ou l'auto-formatage du code. Donc là c'est bon, je vais juste actualiser ma page, donc tout est OK. Nous allons maintenant voir comment mettre du test en gras. Pour mettre du test en gras, on utilise la balise strong. Donc il suffit d'envelopper le test que nous voulons mettre en gras avec la balise strong. Donc supposons que nous voulions mettre le test HTML en gras. Donc il suffit d'envelopper le test en question par la balise strong. Donc on enregistre, on retourne sur notre page.
On l'actualise. Donc on voit bien que notre test HTML a été mis en gras. Donc on peut faire pareil pour le test lorem ipsum par exemple. Donc on enveloppe le test en question par la balise strong. J'actualise ma page et j'ai bien le rendu escompté. Nous allons maintenant voir comment mettre du test en italique. Pour mettre du test en italique, on utilise la balise EM. Donc, supposons que nous voulions mettre tout ce test en italique. Donc, on a dit que pour mettre en italique, on utilise la balise EM. Donc, je vais envelopper le test en question par cette balise. Donc, j'enregistre. J'actualise ma page. Donc, j'ai le test ici qui est mis en italique. Il faut noter que nous pouvons appliquer à la fois le gras et l'italique sur un test. Donc, il suffit de respecter l'imbrication ou l'ordre d'ouverture et de fermeture des balises. Donc, essayons de mettre ce test à la fois en gras et en italique. Donc, il s'agit de ce test. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je mets juste strong. Pour le mettre dans un premier temps en gras. Donc, on va tester cela. Donc, le test est bien en gras. Donc, il suffit maintenant d'envelopper ce test avec la balise EM. Donc, ce qui est important ici, c'est l'ordre d'ouverture et de fermeture des balises. Je peux insérer soit le EM ici, ou à l'extérieur de la balise strong. Mais il faut juste s'assurer que l'ordre d'ouverture et de fermeture des balises sont respectés. Donc là, je vais commencer par l'ouverture de la balise strong, suivi de l'ouverture de la balise EM. Donc du coup, il faut d'abord fermer la balise EM avant de fermer la balise strong. Parce que la balise strong est la balise qui enveloppe la balise EM. Donc il faut fermer l'enveloppe de la balise EM avant celle de la balise strong. Donc je vais donc enregistrer cela et actualiser ma page. Donc je vois bien que le test est à la fois mis en gras et en italique. Pour tester, qu'on peut également faire la même chose en imbriquant la balise strong à l'intérieur de la balise EM. Nous allons juste déplacer ça à l'extérieur. Donc on a dit qu'il faut respecter l'ordre d'ouverture et de fermeture des balises. Je fais enregistrer. Donc si je retourne sur la page, vous allez voir que à l'actualisation, je n'ai aucun changement, mais j'ai toujours le même résultat escompté. Nous allons maintenant voir comment souligner du test en HTML. Pour ce faire, nous allons choisir un test que nous allons souligner. Donc nous allons souligner le test copier-coller. Pour souligner du test en HTML, on utilise la balise U qui correspond à underline en anglais. Donc on va chercher le test copier-coller que nous allons souligner. Le test copier-coller se trouve au deuxième paragraphe. Ok, donc il s'agit de ce test. Donc, nous allons souligner ce test. Donc pour ce faire, nous allons envelopper ce test par une balise U, qui veut dire underline en anglais. Donc j'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc je vois bien que le soulignement est appliqué à ce test. Nous allons ensuite voir comment barrer du test en utilisant du HTML. Pour ce faire, je vais barrer tout ce paragraphe.
Je choisis de barrer tout ce paragraphe. Donc, pour barrer du test en HTML, on utilise la balise S pour stroke. Donc, je choisis le test que je souhaite barrer, que je vais envelopper par ma balise en question. Donc, il s'agit du test de tout ce paragraphe. Donc, je vais envelopper tout le paragraphe ici par une balise S. Donc, fermeture de balise S. Donc, j'enregistre. Je retourne sur ma page, je l'actualise. Donc, je vois bien que mon test est bien barré. Notre code HTML devenant de plus en plus beaucoup, nous allons apprendre à ajouter des commentaires à notre code HTML. Les commentaires sont utilisés en programmation de façon générale, c'est-à-dire quel que soit le langage, pour ajouter des informations aux développeurs, c'est-à-dire soit à nous ou à des personnes avec qui nous travaillons en équipe. Pour ajouter des commentaires en HTML, on utilise une balise spéciale qui ressemble à ceci. Donc, ouverture de chevron, point d'exclamation, tiret, tiret. Nous mettons ici le commentaire que nous voulons, ou le test correspondant au commentaire, tiret, tiret, chevron fermant. Donc là, on vient de mettre un commentaire, et voici la syntaxe de création des commentaires. Donc il suffit d'insérer le commentaire ici, à l'intérieur de cette balise spéciale, la balise de commentaires. Donc il faut noter que les commentaires sont des tests qui ne sont pas visibles à l'utilisateur, mais qui sont des tests que le développeur ou la personne qui lit le code peut voir. Donc là, je vais enregistrer. Je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. On voit bien que le commentaire ne s'affiche nulle part sur la page. Donc, nous pouvons ajouter des commentaires sur notre page pour ajouter des informations supplémentaires ou des indices pour nous-mêmes. Donc, ce que je vais faire ici, je vais procéder ici à une indentation pour un meilleur aspect visuel du code, une meilleure lisibilité du code. J'essaie d'indenter également les tests ici. Dans les formules mathématiques, nous écrivons souvent des valeurs soit en indice, soit en exposant. Nous allons voir comment créer cela en HTML. Supposons que nous avons ceci. Identité remarquable A plus B, le tout au carré égale à A carré plus 2AB plus B carré. Supposons que nous voulons mettre la valeur 2 ici en exposant pareil ici et ici, de sorte à avoir A plus B, le tout au carré égale à A carré plus 2AB plus B carré. Je vais d'abord retourner dans mon navigateur et actualiser la page. Donc nous voyons bien que les valeurs ne sont pas en exposant. Donc nous allons essayer de les mettre en exposant. Donc pour mettre du test en exposant, on utilise la balise sup.
Donc, je vais envelopper les tests en question par une balise sup. Donc, je vais tester cela. Je retourne dans mon navigateur, j'actualise. Donc, je vois bien que mon test 2 le passe en exposant. Donc, je vais faire pareil pour le carré de A et le carré de B. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur et j'ai bien le résultat escompté. Donc, pour un bon aspect visuel, je vais essayer de mettre les carrés en gras. Je vais faire pareil ici. Il faut s'assurer de toujours respecter l'ordre d'ouverture et de fermeture des balises. J'enregistre. Donc j'ai bien les carrés qui sont maintenant en gras. Là, nous venons de voir comment créer les exposants. Nous allons voir comment créer maintenant les indices. Donc, supposons que nous avons, je vais juste ajouter ici un paragraphe pour une bonne délimitation. D'accord. Donc, je vais ajouter un deuxième paragraphe. Donc ici, je vais mettre un test ou une expression mathématique permettant d'appliquer les indices. Donc, supposons que nous avons une fonction fn de is qui est égale à n carré plus 2 is plus 3. Donc, supposons que nous avons ce test que nous voulons écrire de sorte que nous ayons n en indice et le 2 en exposant. Pour mettre un test en indice, on utilise la balise sub. Donc, je vais envelopper le test que j'aimerais mettre en indice par la balise sub. Donc, j'enregistre, je tourne dans mon navigateur, j'actualise. J'ai bien mon test n qui est en indice. Donc, je vais mettre le 2 en exposant en utilisant la balise que nous venons d'apprendre, c'est-à-dire la balise soupe. Donc c'est bon pour le test en exposant et le test en indice. Afin d'avoir un peu plus d'espace sur notre page, je vais restaurer le zoom. Nous allons maintenant voir comment créer des titres en HTML. Pour cela, le HTML nous fournit des balises numérotées de H1 à H6 pour créer des titres de différents niveaux. Donc, pour créer un titre de niveau 1, on utilise la balise H1. Pour créer
un titre de niveau 2, on utilise la balise H2, ainsi de suite. Regardons à quoi cela ressemble visuellement. Donc, je vais mettre ici, titre 1, ajoutons du test. Donc, je mets titre 1. Donc, je vais ajouter du test pour créer des titres de différents niveaux, juste pour voir l'aspect visuel. 4, 5 et 6. Donc, on a dit que pour créer un test de niveau 1, on utilise le H1. Donc, j'enregistre, je retourne sur ma page, j'actualise ma page. Donc là, j'ai un test, un titre de niveau 1. Donc, je vais faire pareil. Donc, je vais créer les différents autres niveaux. Donc, je ferai ça. Donc, je vais juste copier ça, que je vais coller plusieurs fois. Pareil pour la fermeture de balise. Et donc, je mets ici 2, titre de niveau 3, titre de niveau 6. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc là, on voit bien l'aspect visuel. Donc je peux dire que le titre, ceci correspond à un titre. Ceci correspond à un sous-titre de premier niveau, sous-titre de premier et de deuxième niveau, etc. Donc les balises utilisées pour créer des titres sont les balises H1 à H6. H1 pour créer un titre de niveau 1, H2 un titre de niveau 2, ainsi de suite. Donc plus le niveau est bas, plus le titre est petit. Il est recommandé d'avoir un seul titre de niveau 1 par page HTML. Donc, sur une page HTML, on ne doit avoir qu'un seul titre de premier niveau. Nous allons apprendre comment créer des listes en HTML. Il existe deux types de listes en HTML. Nous avons des listes ordonnées et des listes non ordonnées. Pour créer une liste non ordonnée, on utilise la balise UL, qui veut dire en anglais unordered list. Donc pour chaque élément de liste à créer, on utilise une balise LI, qui se traduit en anglais par list item. Donc je vais mettre ici élément 1. Je copie cela. Donc j'ai mon deuxième élément. Et mon troisième élément. Donc je résume en disant que pour créer une liste non ordonnée, on utilise la balise UL. Et pour chaque élément de liste, on utilise la balise LI pour englober l'élément ou pour envelopper l'élément en question. Donc je vais enregistrer cela. Je retourne sur ma page. Je l'actualise. Donc là, nous avons créé une liste non ordonnée de 3 éléments. Pour créer une liste ordonnée, on utilise la balise OL, qui se traduit en anglais par ordered list. Donc je vais juste copier le code ici et remplacer la balise UL par une balise OL. Donc ordered list, je remplace le U par O. Donc j'enregistre ma page, je retourne, je l'actualise.
Donc là, j'ai créé une liste ordonnée. Donc la différence entre liste ordonnée ou non se traduit par la numérotation. Nous avons vu que le HTML est basé sur l'utilisation des balises. Il faut noter que les balises peuvent avoir ce qu'on appelle des attributs. Avant de continuer cette partie sur la création des listes, j'aimerais aborder la notion d'attribut de balise. Une balise peut posséder ou non des attributs. Une balise possédant un ou plusieurs attributs a une syntaxe qui ressemble à celle-ci. Donc nous avons le nom de la balise, le nom de l'attribut et la valeur de l'attribut. Donc comme exemple, nous avons la balise P ici, qui a deux attributs, à savoir l'attribut ID qui a la valeur P1 et l'attribut class qui a la valeur yellow P. Nous avons également une balise IMG ici, qui est une balise auto-fermante, qui possède un attribut SRC qui a la valeur test.png. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que les attributs servent à ajouter des informations supplémentaires aux balises lors de leur traitement par le navigateur. Si nous revenons à notre liste d'éléments, l'attribut permettant de modifier la numérotation des listes ordonnées est l'attribut type. Donc nous allons revenir à notre liste ordonnée. Donc on ajoute l'attribut type. Cet attribut peut prendre les valeurs suivantes. Nous avons un A en minuscule, A en majuscule, I ou I en majuscule. Donc nous allons tester ces différentes valeurs pour voir le rendu visuel. Donc je vais commencer par mettre A ici. J'enregistre. Je retourne dans mon navigateur. J'actualise la page. Donc on voit que le type de numérotation a changé. Donc je vais modifier la numérotation. Je vais mettre du I. J'enregistre. J'actualise ma page. Je vois encore que la numérotation a changé. Il existe également un attribut qui permet de modifier le début de la numérotation ou qui me permet de réinitialiser la numérotation. Donc dans mon cas présent, j'ai la numérotation qui commence par 1, 2, qui commence par 1. Donc je peux modifier cette numérotation pour qu'elle commence par 3 par exemple. Donc l'attribut qui permet de faire cela est l'attribut start. Donc je peux ajouter l'attribut start qui prend une valeur numérique. Donc je mets start. Supposons que je veuille modifier initialiser ou modifier la numérotation pour qu'elle commence à partir de la valeur 3. Donc il me suffit de mettre ici 3. Donc j'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise. Donc là, on voit bien que la numérotation commence à partir de la valeur 3. Donc il faut noter que si nous ne précisons pas le type, cela correspond par défaut à la valeur 1. Lorsque le type de numérotation n'est pas précisé, elle correspond donc à cette valeur, c'est-à-dire la valeur 1. Donc je peux l'enlever, ça revient à la même chose. Nous pouvons également créer des listes ordonnées avec différents sous-niveaux. Donc nous allons voir comment créer une liste ordonnée avec des sous-niveaux. Donc pour ce faire, on utilise juste la technique d'imbrication. Donc supposons que nous avons cette liste.
et que cette liste représente une liste de continents avec représente une liste de continents. Donc je vais ajouter 3 continents ici. Donc je mets ici Afrique, Amérique par exemple. Je mets Europe. Je vais d'abord voir le rendu. Ok, supposons maintenant que nous voulons créer un autre niveau qui va représenter les pays appartenant à ces continents. Donc, pour faire cela, nous allons juste insérer ici une nouvelle liste qui va correspondre au sous-niveau que nous voulons. Donc là, je vais insérer une nouvelle liste. Supposons toujours que ce soit une liste ordonnée. Donc, je fais ça. Donc, comme je vais ajouter des listes d'éléments en utilisant la balise LI. Donc, ici, je vais mettre par exemple le Togo, Bénin. Donc, j'enregistre, je retourne sur ma page, je l'actualise. Donc, on voit bien qu'on a une liste avec un sous-niveau. Donc, je fais pareil pour l'Europe. Il faut respecter l'imbrication, c'est-à-dire l'ouverture et la fermeture des balises. Donc là, je mets par exemple Italie et France. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc, supposons que nous voulions modifier le type de numérotation ici pour que ce soit un A, B. Donc, je vais juste ajouter un attribut ici au niveau des pays. Donc, je vais mettre type et je vais mettre A. J'enregistre. Donc, j'ai bien le rendu escompté. Je fais la même chose pour les pays de l'Europe également. J'actualise, j'ai bien le résultat escompté. Avant de passer à la conclusion, je souhaiterais ajouter qu'en HTML, il existe 2 types de balises en fonction du rendu visuel produit par les balises. Nous avons des balises de type bloc qui créent des blocs autour d'elles-mêmes. Donc, comme exemple de balises de type bloc, nous avons les balises de titre. Donc, vous allez remarquer que c'est des balises qui créent des sauts de ligne avant et après elles. Pareil pour les balises, pour la balise de paragraphe, elle crée également un saut de ligne avant et après elle. Donc ces balises, toute balise qui crée des sauts de ligne autour d'elle est considérée comme une balise de type bloc. Contrairement aux balises de type bloc, les balises de type inline ou en ligne ne créent pas de bloc autour d'elles-mêmes. Donc nous avons les balises de mise en gras, des balises de mise en italique, des balises de soulignement et des balises qui permettent de barrer du texte, qui sont des exemples de balises en ligne. Ce qu'il est important de noter, c'est que les balises de type inline peuvent être imbriquées à l'intérieur des balises de type bloc, mais l'inverse n'est pas conseillé. Nous voici à la fin de cette première partie de la série de vidéos sur les fondamentaux du HTML. Dans cette première partie,
nous avons appris à créer notre première page HTML et à mettre en forme du test. Dans une prochaine vidéo, nous allons apprendre à ajouter une image à une page et à créer des liens entre différentes pages. Nous allons donc apprendre comment naviguer d'une page à une autre en utilisant des liens. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.